Mon point de vue sera celui de l'institution, puisque nous sommes invités par une institution naissante et on peut s'en réjouir. Le point de vue de l'institution qui mène des dispositifs d'éducation artistique et culturelle, et en particulier des dispositifs qui consistent à faire intervenir des artistes intervenants. Et j'ai souhaité pour mon allocution faire un certain nombre de rappels, de comprendre exactement de quoi nous parlons et d'aborder les problématiques qui sont liées à ces histoires de dispositifs faisant intervenir des artistes photographes. Alors à l'écran, et j'ai souhaité débuter par cela, vous avez une photographie de Laure Albin-Guillot qui date de 1930, qui a été prise à Suresnes. Et c'est l'une des rares traces de cette époque, de l'entre-deux-guerres, qui montre un projet d'éducation à la photographie, et par la photographie, en milieu scolaire, et qui associe une artiste identifiée. Alors, je dis à la photographie et par la photographie, puisque je vais parler d'éducation à l'image par la photographie. Il me semble qu'il faut être assez précis sur les termes, parce que personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire l'éducation à l'image, parce que l'image veut dire beaucoup de choses. Or, nous sommes dans des institutions photographiques, enfin, c'est notre point de vue. Ce sont les puissances invitantes qui déterminent aussi ce cadre. Et je crois que c'est très intéressant de faire la distinction, encore aujourd'hui, entre l'image et la photographie. La photographie est une image, les images englobent beaucoup plus de choses. Donc il s'agit pour Laure Albin-Guillot, à cette époque-là, de percer des portes, de faire entrer la photographie dans des domaines qui sont jusqu'alors des domaines qui sont réservés à d'autres arts. En l'occurrence, pour ce qui concerne l'éducation à l'image en milieu scolaire, donc elle a lieu depuis très longtemps. La photographie donc, arrive dans les années 30. L'éducation à l'image, c'est surtout le domaine de la peinture, de la gravure et du dessin, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, on ne peut pas faire d'anachronisme tout de même avec cette photographie de Laure Albin-Guillot, parce que lorsqu'il s'agit pour elle de mettre en place cet atelier, on ne parlera pas de dispositif à l'époque, c'est avant tout utiliser la photographie pour faire comprendre aux enfants la composition dans un sens classique et extrêmement académique du terme. Mais nous avons là quand même les prémices d'une éducation à l'image par la photographie, et ça se situe à une époque où la photographie donc, fait une entrée assez fracassante dans cette société médiatisée naissante. Et cette image a été prise aussi à l'époque où les premiers ouvrages d'éducation utilisant la photographie sont publiés. Je vais citer deux exemples, l'alphabet de Emmanuel Sougès en 1933, et puis un autre projet de Laure Albin-Guillot qui s'appelle Hors du nid, qui est un roman scolaire illustré et qui paraît en 1934. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est une mise en scène, on s'en doute. Et c'est une image, on voit la signature de Laure Albin-Guillot, donc qui est, l'épreuve est conservée dans les collections Roger Violet, et je remercie donc Delphine Devaux qui est présente de m'avoir autorisé à la montrer. Alors cette photographie, elle a une résonance tout à fait particulière aujourd'hui, et pour comprendre cette résonance, et peut-être la raison d'être de cette journée consacrée à la sensibilisation, il faut se pencher sur ce que peut être l'offre dite pédagogique, ou les services au public, ou les services des publics, et le rôle que ces offres ou ces services jouent au sein de l'institution culturelle. Par institution culturelle, j'entends les musées, les centres d'art, et comme on vient de le voir, les festivals aussi. Alors, ces services spécifiques, ils sont nés d'une prise de conscience. Je ne suis pas un spécialiste de tout cela, je suis plutôt historien de la photographie, mais ce sont des phénomènes qui m'intéressent beaucoup et dans lesquels j'ai été plongé en prenant la direction de la Maison Douaneau il y a 5 ans à peu près. Ces services spécifiques sont nés donc d'une prise de conscience, d'une nécessité de mettre en place des programmes actifs de médiation entre des œuvres et des artistes d'une part et un public d'une autre part. Pour résumer, c'est un mouvement, la naissance de ces services, de ces offres, c'est un mouvement qui débute en France à la fin des années 80, qui prend véritablement son essor autour des années 2000. L'exemple qu'on vient de voir,
Anne Forest nous a montré un exemple dans la chronologie, ça remontait à 2004, hein, si je ne me trompe pas. Donc cela fait donc plusieurs années que les institutions culturelles sont de plus en plus impliquées, et je dirais même de plus en plus professionnalisées et même spécialisées dans le domaine de la médiation, de la transmission, de l'éducation, et même dans le domaine de la pratique artistique. Les musées, les centres d'art, les festivals sont structurellement aujourd'hui pensés comme des entités complexes qu'on peut assimiler à des centres culturels. Donc, autour d'un espace d'exposition, pour les plus grandes structures, gravitent des auditoriums, des librairies, des cafés, et autour des programmations, et là ça concerne absolument toutes les institutions culturelles, autour des programmations gravite une programmation enrichie de rencontres, de débats, d'ateliers, d'événements pluridisciplinaires comme des performances, des représentations chorégraphiques, théâtrales, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que chacun d'entre nous mettons en œuvre au cours de l'année. Et donc, pour résumer tout cela, les institutions culturelles, et à plus forte raison les institutions photographiques, présentent toutes dans leur cahier des charges un double volet, à la fois de diffusion, mais aussi de transmission et de sensibilisation qui sont inscrits dans leur programmation annuelle. Je me tourne vers Anne Lacoste. Il est absolument impensable aujourd'hui de créer une nouvelle institution sans service dédié au public et sans programmation culturelle. Et c'est assez étonnant quand on se penche un peu à tout cela, hein, parce qu'on vient de voir un objet extrêmement intéressant qui a été créé par un festival. Ce n'était pas du tout la vocation première du Festival d'Arles de créer ce type d'outils et d'avoir un service dédié au public. Donc ça nous montre un peu l'évolution qui s'est produite en l'espace d'une vingtaine, trentaine d'années. Alors cette médiation, ces services au public, qui sont nourris donc, par des filières universitaires spécialisées, hein, des unités de recherche, prennent une place, il me semble, de plus en plus importante dans l'activité des lieux de démonstration. Alors pourquoi ? D'une part, il y a des enjeux structuraux. Comme vous le voyez, il y a une redéfinition de la place de l'institution culturelle, une redéfinition de son rôle dans la société. Il y a des enjeux sociaux. Fred Boucher l'a abordé. Hein, la recherche de nouveaux publics, de diversification des publics font partie de ces enjeux. Hein. Il est question d'accès démocratique à la culture. On attend que la structure culturelle crée du lien social, comme on dit aujourd'hui. On peut citer en exemple ce qui a un peu déjà été dit, hein, les interventions en milieu carcéral, en milieu médical, les jumelages entre les établissements scolaires et puis les institutions culturelles, les parcours d'éducation, qui sont des vrais programmes éducatifs qui sont inscrits dans la programmation de ces institutions. Et puis il y a des enjeux économiques. En France, l'écrasante majorité des structures culturelles, et on peut s'en réjouir, sont des structures publiques, associatives, c'est-à-dire soit directement financées par l'État, par des collectivités, ou alors subventionnées. Et dans les deux cas, il s'agit de financement public. Et ces financements publics conditionnent les programmations culturelles et éducatives en particulier. Alors, Fred en a parlé un peu, hein, ça crée un certain nombre de tensions aussi, parce qu'il s'agit de faire rentrer des programmations culturelles dans des cadres qui sont fixés par des subventions. Il y a aussi des attentes qui créent des tensions, hein, la politique du chiffre, le nombre de participants touchés. Je déteste fondamentalement cette appellation, mais c'est comme ça qu'on appelle les choses, le nombre de participants, de publics touchés. Bon. Un autre enjeu économique, c'est celui des intervenants, des photographes. Un tiers des photographes professionnels répertoriés exercent aujourd'hui une activité d'animation, de formation à l'attention des amateurs. Alors ça, ce chiffre d'un tiers, il vient du cabinet ITAC, hein, du projet qui a été commandité par le ministère de la Culture en 2014,
qui s'intitulait le métier de photographe et qui cite 34% des photographes professionnels répertoriés exercent cette activité de transmission ou de formation auprès des publics amateurs. Un tiers, c'est sans compter les interventions d'artistes qui ne sont pas répertoriés en tant que photographes. Les artistes qui utilisent la photographie dans leurs travaux personnels ou qui utilisent la photographie dans le cadre d'ateliers. Et pour revenir aux institutions culturelles, on voit que s'opère au sein même des services de programmation, des services culturels, un glissement, puisque de la médiation des années 90-2000, on est passé à l'intervention, de l'explication des œuvres, on est passé à la pratique par le biais de stages, d'ateliers, de résidences d'artistes, etc. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de boucle qui se termine, puisqu'on renoue par là avec le vieux principe des musées du 19e siècle. Vous savez que peut-être que les musées, une bonne partie de nos musées, sont nés avec l'idée de recueillir, de réunir dans un même espace des œuvres à des fins de monstration, mais surtout à des fins de pratique artistique. Les musées étaient d'abord réservés pour les artistes, pour la pratique artistique, pour la copie d'œuvres. L'étape la plus récente de la mutation, je dirais, de ces services et de la politique des musées, c'est sans doute la formation, et notamment la formation professionnelle. Donc je pense que Michel Poivert va nous en parler cet après-midi, puisque le Collège international de photographie est né avec ce principe directement de formation. Et aujourd'hui, les centres d'art tendent à devenir des centres de formation à part entière. Je vais citer un exemple, c'est celui du GRAPH CMI. Le GRAPH, c'est le groupe de recherche d'animation photographique. C'est aussi un collègue du réseau Diagonal, parce que je suis, en tant que directeur de la Maison Douaneau, membre du réseau Diagonal aussi. Et le GRAPH CMI a tout simplement ouvert en 2013, avec l'Université de Carcassonne, un diplôme universitaire photographie, documentaire et écriture numérique. Alors toutes ces évolutions, moi, ça me rend personnellement curieux, parce que je me demande ce que vont devenir les institutions dans 15 ou 20 ans. Quel sera leur positionnement quand on voit ces glissements qui, somme toute, sont assez rapides ces 20 dernières années. Alors ça signifie que ces structures culturelles, je les rappelle, musées, centres d'art, festivals, parallèlement à leur vocation de diffusion, d'accessibilité aux œuvres, sont devenues elles-mêmes des structures productrices d'autres formes de contenu et de formes de contenu qui leur sont propres. Elles produisent des contenus théoriques, on en a parlé pendant les précédentes interventions, des cours par exemple, des méthodes d'apprentissage, de transmission. Elles expérimentent des outils, alors on vient d'en voir un absolument merveilleux, très très intéressant. Moi, je vois passer des kits pédagogiques, des objets de différentes formes, différentes natures. Et elles produisent aussi des objets bien matériels. Et c'est le cas des productions réalisées en atelier, pendant les stages ou pendant les temps de formation. Alors, ce sont ces contenus, moi, qui m'intéressent particulièrement, et notamment à la difficulté d'accès à ces contenus. Alors on le voit bien, les investissements publics en matière d'éducation artistique et culturelle par le biais du ministère de la Culture via l'EDRAC, par le biais de l'éducation nationale via les académies, tous ces dispositifs régionaux. Alors Fred, tu en as parlé tout à l'heure, c'est extrêmement, extrêmement complexe. Nous avons mené à la Maison Douaneau cet hiver des journées d'études qui s'appelaient les photographes à l'école, donc qui consistait à expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire faire intervenir un artiste intervenant dans le milieu scolaire. Et ma collègue Sarah Gué, donc, qui est chargée des publics, a fait un répertoire des dispositifs d'éducation artistique et culturelle dans le domaine, dans le giron du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est une véritable jungle, parce que vous avez des dispositifs nationaux et beaucoup de particularités régionales. Donc c'est extrêmement complexe. Et il faut être un professionnel averti de la médiation pour pouvoir s'y retrouver dans cette jungle de subventions. Mais en tout cas, les investissements sont là, donc de la part des pouvoirs publics à l'échelle nationale, et ils sont extrêmement présents de la part des collectivités locales. Parce que le gros des financements en matière d'éducation artistique et culturelle en France, ce n'est pas les ministères, ce sont les collectivités territoriales. Je n'ai pas de chiffres, mais on peut imaginer que ce sont des sommes absolument considérables.
Et en ce qui concerne les programmes donc, menés par les institutions culturelles elles-mêmes, et à plus forte raison les institutions culturelles dédiées à la photographie, là aussi on parle dans des quantités qui sont assez considérables. Alors je vais donner une seule référence, c'est celle du réseau Diagonal, parce que les chiffres existent. En 2017, les 18 structures membres ont mis en place 929 ateliers d'éducation à l'image, 5375 heures dispensées par 168 artistes intervenants, soit 14 663 participants. Alors, je vous ai dit que je n'aimais pas les chiffres, mais c'est assez éloquent quand même, parce que ça ne concerne que 18 structures, ça ne concerne pas les autres structures, et je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter avec les grandes structures, hein, Arles, le Jeu de Paume, etc. Et bien évidemment, l'éducation artistique et culturelle n'est pas le domaine réservé des structures dédiées à la photographie. Tous les musées en font, et beaucoup de musées qui ne sont pas dédiés à la photographie mettent en place des ateliers photographiques. L'écomusée de Fresnes, avec lequel je travaille, a un programme extrêmement riche d'ateliers photographiques. Et pourtant, je viens de vous dresser une situation, pourtant, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les différents acteurs, que ce soit le pouvoir public, que ce soit les institutions, que ce soit les photographes, les enseignants, etc. Il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une vision claire sur ces différents programmes et en particulier aujourd'hui d'en mesurer la portée. Alors je suis très content de voir la plateforme là, qui est en train de se mettre en place à Arles parce que ça va remédier en partie à cela. Mais est-ce suffisant? Parce que ces projets, et je pense notamment aux ateliers qui sont menés par des structures culturelles et qui font intervenir des artistes photographes, ces projets sont très très peu visibles. Alors, je l'avais évoqué lors de nos journées d'études que nous avons menées cet hiver. Cette absence de visibilité, elle a été pointée par un rapport parlementaire, ça s'appelle le rapport Doucet, qui est assez récent puisqu'il date de janvier 2017. Et Sylvie Doucet, donc, qui était la députée de Gironde de l'époque, avait produit un rapport intitulé « Les territoires de l'éducation artistique et culturelle ». Et je vais terminer tout à l'heure en citant donc ce rapport. En tout cas, elle pointait cette absence ce problème de visibilité. Et cette absence de visibilité, nous l'avons nous-mêmes expérimenté à la Maison Douaneau lorsque nous avons recruté nos 2 photographes intervenants pour notre programme pédagogique qui s'appelle la photographie à l'école. Je vais vous en parler assez rapidement. Nous avons reçu, au cours de notre appel à projet, 150 dossiers. Dans les 150, il y avait 70 vraiment excellents dossiers et nous n'avons pu faire passer que 15 entretiens. 15 fois 1h30. Il fallait trouver ce temps-là pour recevoir ces photographes. Et ça a été extrêmement riche. Et nous nous sommes aperçus qu'il y avait une assez mauvaise connaissance de la part des photographes intervenants, donc qui est pourtant rompu à l'exercice, hein, de ce qui pouvait se faire, ci et là, de ce qui était mené par les autres structures photographiques et de ce qui était mené par leurs homologues photographes. Mieux, certains, et la plupart nous ont dit, au moment de nos entretiens, que c'était la première fois qu'ils avaient été amenés à formuler, à verbaliser, à raconter ce qu'ils avaient été amenés à faire au cours de leurs différents ateliers. C'était ce sur quoi nous les recruterions à l'époque. Alors, de ce manque de visibilité, il résulte quoi? Il résulte une forme de piétinement, de recommencement perpétuel, de recommencement d'erreurs aussi, comme si ces interventions étaient vouées à une forme d'amnésie, faute de connaissance de ces pourtant très très riches expérimentations qui sont menées. Je recite le Graphe à Carcassonne. J'ai été stupéfait d'apprendre que le Graphe avait mené un atelier avec des personnes malvoyantes. Ah, il me reste 5 minutes. Il me faudrait quasiment 3 quarts d'heure. Bon. On va faire très très court. Est-ce que vous avez entendu parler, vous, de cet atelier mené avec des personnes malvoyantes? Moi, j'ai rencontré ces personnes malvoyantes parce que j'y suis allé, et je vous assure que c'est absolument confondant de voir que des gens qui sont atteints de cécité plus ou moins prononcée travaillent avec la photographie. Voilà.
mais on ne le sait pas. Alors, c'est normal, hein. La plupart de ces ateliers sont faits adressés à un public ciblé, et généralement, la seule manière de le montrer, ce qu'on appelle la restitution, sous forme d'exposition ou d'édition ou de plateforme net, s'adresse généralement à ce type de public. Il est très difficile de rentrer dans une enceinte scolaire pour aller voir une exposition réalisée avec des enfants quand vous n'êtes pas parent d'élèves, par exemple. Et surtout, ces projets d'ateliers, aujourd'hui, sont très très peu pensés pour être consultables et archivables, et donc pour être visibles sur le long terme. On ne pense pas forcément au long terme. C'est l'une des raisons d'être du dispositif Diagonale dont nous vient de vous parler Eric, et qui a été pensé donc avec la toute nouvelle délégation à la photographie, et notamment Marion Hilslen, que l'on tient à remercier. Alors, je vois froncer quelques sourcils de professionnels, peut-être ici, qui me disent « Mais non, attendez, non, moi, mon exposition a eu lieu, elle a été visible dans tel lieu, moi, mon site internet montre ces travaux-là. » Mais, encore une fois, ces travaux n'ont pas été pensés pour être montrés longtemps après leur réalisation, et surtout, rares, très rares, sont les méthodologies qui sont documentées pour être accessibles par tous. Alors pour contrebalancer, pour aller très très vite, il y a quand même des exemples qu'il faut citer. Hein. Bon, l'exemple du BAL, évidemment, qui dès le départ a choisi une monstration qui aujourd'hui a lieu à la FEMIS. Je voudrais citer le cas du 104 de l'exposition qui a lieu l'année dernière, qui s'appelle Objectif Photo, le Paris des enfants, qui était à l'initiative de la Direction des Affaires sociales de la ville de Paris, de la Maison du Geste et de l'Image et de la Maison européenne de la photographie. Et là, on avait 70 projets qui étaient présentés, 70 projets réalisés dans l'année. Malgré le manque d'espace, peut-être le manque d'attention et peut-être de précision qu'il y avait dans cette exposition, il y avait un panorama qui était somme toute extrêmement intéressant. Bon, les membres Diagonale, on en fait une profession de foi, hein, la restitution, et ce que nous a pas monté Fred, c'est l'extrême inventivité des formes de restitution à travers des expositions de la photographie à la campagne. Et puis surtout, je voudrais vous montrer une chose extrêmement intéressante, c'est le magazine qui est diffusé, qui a été inventé par Stimultania, un autre membre du réseau, qui s'appelle Expérimentation Splendide, et qui est quasiment le seul support papier qui fait état de ces projets pédagogiques, et donc que l'on peut garder. Je l'ai ici, j'ai un seul exemplaire, mais je vous invite à le consulter. Alors je ne vais pas vous parler finalement de notre projet à la Maison Douaneau, qui s'appelle La photographie à l'école, parce que j'ai pas le temps, qui a été créé il y a 18 ans par ma prédécesseur, 18 ans. C'est un projet qui, lui, est pensé dans sa globalité. Je vais vous énoncer les principes. Je ne vais pas vous montrer de photos non plus, parce que je pense que je n'ai pas le temps. Phénomène intéressant, ma prédécesseur, Annie-Laure Van Averbeek, donc avait créé ce projet tout simplement parce qu'elle avait été instite avant d'être chercheuse et responsable d'une institution photographique. Mais ce projet qui s'inscrit dans l'année scolaire, qui est assez spécifique parce qu'il est financé par une collectivité, la Maison Douaneau dépend d'une collectivité, donc nous avons entièrement la main mise sur la forme du projet, que nous livrons quasiment clé en main et qui, après, a des ramifications, fait des avatars au sein des classes scolaires. Ce projet est pensé dans sa globalité, y compris à des fins de documentation, à des fins d'archives. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire penser un projet en prenant en compte tous les différents acteurs, les artistes, les intervenants, le public, évidemment, alors le public cible, comme le disait Fred, mais aussi le public périphérique. Ça veut dire aussi prendre en compte la place de l'auteur intervenant au centre du projet et des discussions, des co-constructions qui peuvent se mettre en place entre une institution culturelle et un artiste invité pour mener un projet comme celui-ci. Ça veut dire évidemment réfléchir aux formes et au contenu des interventions. Bon, ça, on le fait tous. Ça veut dire aussi penser à cette fameuse restitution qui n'est pas aussi sans créer des tensions, puisqu'il y a des histoires de délais, de calendrier,
qui est une forme de couperet. À un moment donné, il faut montrer, il y a des attentes aussi. Mais qu'est-ce qu'on montre? Est-ce qu'on montre des résultats d'ateliers? Est-ce qu'on montre des œuvres? Est-ce qu'on montre une méthodologie? Alors nous avons fait le choix de montrer les deux, c'est-à-dire que la Maison Doisneau a une exposition. Je vais très vite, je suis désolé. La Maison Doisneau a voilà, une exposition inscrite annuellement dans sa programmation et on ne fait pas de différence entre cette exposition et celle d'un artiste consacré. Ça veut dire qu'il y a une scénographie, ça veut dire qu'il y a une production, ça veut dire qu'il y a des dossiers de presse. Alors ça, c'est une véritable gageure parce que je ne sais pas comment ça se passe à Arles, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience là-dessus, mais il est extrêmement difficile de communiquer autour d'une exposition faite par des enfants. Les meilleurs papiers qu'on puisse avoir, c'est chouette, une exposition faite par des enfants. Voilà. Et on ne voit pas derrière tous les enjeux dont nous parlons depuis le début de la matinée. Ceci dit, les choses sont un peu en train de changer. Fichaille récemment a a publié un certain nombre de documents sur les problématiques d'éducation artistique et culturelle. Donc je vois là aussi des changements qui sont extrêmement profitables. Ça veut dire aussi penser à la destinée de ces productions réalisées en atelier. Alors, nous, à la Maison Doisneau, nous avons fait le choix de considérer qu'il s'agissait d'œuvres photographiques et de constituer une collection. C'est-à-dire que nous avons 18 ans d'une collection qui est uniquement faite à partir d'ateliers et 18 ans de création photographique uniquement faite par des enfants. Quand je suis arrivé à la Maison Doisneau, j'ai expliqué à mes élus, il faut vous rendre compte, alors on fait souvent l'analogie entre la photographie et puis le vin, avec cette fameuse notion de vintage. Les photographies qui vieillissent sont des photographies qui vieillissent bien. Et donc j'ai expliqué à mes élus que vous avez là 18 ans d'une représentation d'un territoire qui est vu par le prisme très spécifique des enfants, qui est une collection qui, dans 5, 10 ans, vaudra de l'or. Et là, du coup, j'ai vu les yeux s'écarquiller parce qu'effectivement, cette considération-là, elle est pleine, elle est entière, elle est extrêmement importante. Parce que c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Cette amnésie que je pointais, elle est préjudiciable du point de vue de la méthodologie parce qu'on recommence les choses, alors de moins en moins, je l'espère, mais elle est préjudiciable du point de vue aussi d'une amnésie générale. Cette photographie de Laurent Benguillot que je vous ai montrée, si elle n'était pas dans les collections Roger Violet, on n'aurait absolument jamais entendu parler de projets d'éducation, enfin de proto-projets d'éducation artistique et culturelle dans les années 30. Hein. Et par un personnage que l'on connaît bien et que l'on identifie bien. Alors je vous laisse imaginer ce que ça voudra dire dans 40 ou 50 ans pour des historiens, cette forme d'amnésie si on n'y remet pas. Ça veut dire qu'on sera incapable d'expliquer ce que nous sommes en train de faire. Et pourtant, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup, je dirais, d'objectifs qui sont en jeu derrière tout cela. Nous avons fait le choix, et je pense que c'est ce que devraient faire toutes les institutions qui s'engagent donc, dans l'éducation artistique et culturelle et qui mènent ces ateliers. Nous avons fait le choix donc, de documenter ces travaux par le biais d'éditions. Il y a déjà eu 2 ouvrages consacrés à la photographie à l'école et un 3e ouvrage est en prévision en 2021 pour les 20 ans de l'existence de projet, qui se voudra un ouvrage véritablement théorique, hein, pour le coup, de l'intervention artistique en milieu scolaire. Je pense que ça serait intéressant aussi de réfléchir au métier au sein de l'institution. Nous avons fait le choix d'une collection, en attribuant le statut d'œuvre à ces œuvres et en utilisant les outils qui sont le périmètre de l'œuvre pour la diffusion et aussi la conservation de ces œuvres. Donc ça serait peut-être pas inintéressant de reconsidérer les projets d'éducation artistique, les faire sortir du seul giron des services dédiés et pourquoi pas susciter la collaboration des archivistes, des responsables de collection pour intervenir dans ce domaine-là. Comme il s'agit d'aller vite, malheureusement, je crois que le mot d'ordre, c'est essayer d'ouvrir au maximum ces projets, de leur donner une perspective globale pour leur assurer une pérennité, de pallier donc à cette absence de vision claire. Pendant que je parle, je fais défiler des images
de l'exposition, et vous allez voir des images aussi de la collection, hein, pour terminer. Pallier à cette absence de vision claire et remédier à l'écueil de la fragmentation et de l'isolement. Alors là, je reprends les termes donc, du rapport Doucet, je la cite donc en page 63 de ce rapport. Elle explique les actions développées localement dans le cadre de l'éducation artistique culturelle et culturelle frappent par leur diversité, leur qualité, l'intérêt et parfois l'enthousiasme qu'elles suscitent chez les différents acteurs. Elles affrontent deux obstacles majeurs dans leur mise en œuvre, la fragmentation et l'isolement qu'il faut combattre pour éviter les replis et les reculs. Les pratiques et les savoir-faire de ces acteurs sont souvent expérimentés, parfois militants, et construisent cette culture commune de l'éducation artistique et culturelle. Ils construisent les fondements de cette politique qu'il faut absolument renforcer avant qu'ils ne se fragilisent par l'usure, l'absence de transmission entre les générations ou sous la pression d'autres priorités. Voilà, donc je termine en vous montrant donc, les réalisations concrètes. Ce sont des photographies faites par des enfants, strictement encadrées par des auteurs, sachant que notre programme n'est pas un programme technique, il n'y a pas de laboratoire, c'est uniquement un programme basé sur la prise de vue et l'analyse d'images. Alors la prochaine étape, évidemment, ça sera la mise en ligne de cette archive, assez modeste, hein, 1400 épreuves, 4 ou 5 000 fichiers numériques. Maintenant, ça va très très vite, puisqu'en 2017, c'est 22 000 fichiers numériques qui ont été pondus tout au long de l'année. Pondus, qu'est-ce que je dis? Qui ont été réalisés par les enfants. Et évidemment, on ne peut en garder qu'une sélection. Donc vous voyez hein, ce que je voulais dire par la représentation du territoire. Hein, c'est un point de vue tout à fait spécifique. Et ces images aussi parlent d'éducation. Elles parlent du milieu scolaire. Hein. Voilà, je vous remercie.